J'avais soigneusement planifié ma fête d'anniversaire et invité ma famille, mais personne n'est venu. Ils sont tous allés voir la nouvelle voiture de mon frère à la place. Le lendemain matin, maman a envoyé un message, nous devons parler, maintenant. Je m'appelle Amélie Dubois, et j'ai eu 30 ans la semaine dernière. Je suis l'organisatrice, celle qui a toujours tout sous contrôle, vivant dans un petit appartement à Rennes, en Bretagne. Pour mon anniversaire, j'ai mis le paquet, j'ai réservé un coin confortable au coin gourmand, mon café local préféré, avec des ballons, un gâteau au chocolat, et une liste de lectures que j'ai passé des heures à composer. J'ai envoyé un message sur la conversation de groupe de la famille des semaines à l'avance, en vérifiant bien qu'ils viendraient. Ils ont tous dit oui. Mais quand l'horloge a sonné 19 heures, les chaises sont restées vides. Pas d'appel, pas d'excuses, juste le son d'une notification. Mon téléphone s'est allumé avec une vidéo de maman, mon jeune frère, posant devant sa Renault Clio neuve et brillante, souriant jusqu'aux oreilles avec toute la famille l'acclamant derrière lui. Grand jour pour notre garçon, disait la légende. Je suis resté assise là, à regarder le gâteau intact, les bougies qui se consumaient, l'estomac noué. Ils n'ont pas simplement oublié. Ils l'ont choisi, lui, plutôt que moi. Encore une fois. J'étais sur le point de tout remballer quand mon téléphone a vibré. C'était un appel de papa. Sa voix était sèche. Pas de salutation. Nous devons parler. Maintenant. Ma prise s'est resserrée. Je connaissais ce ton. Il ne s'agissait pas de mon anniversaire. Il s'agissait de ce qu'ils allaient encore me demander. Si vous avez déjà été mis de côté par votre propre famille, cliquez sur le bouton d'abonnement et restez pour voir comment j'ai géré cette trahison. Vous ne croirez jamais ce qu'ils ont demandé ensuite. J'ai toujours été celle qui planifie à l'avance. En grandissant à Rennes, j'ai appris très tôt que si je voulais quelque chose, je devais le mériter. À 16 ans, je faisais du babysitting pour les enfants des voisins, économisant chaque euro pour l'université. J'ai travaillé pendant toute ma vingtaine, jonglant avec des emplois à temps partiel tout en étudiant l'organisation d'événements à l'université de Rennes. Après mon diplôme, j'ai décroché un poste dans une entreprise locale, organisant des mariages et des événements d'entreprise. Ce n'était pas glamour, mais ça payait assez pour louer un 2 pièces dans une banlieue tranquille. J'ai passé des années à rembourser petit à petit mes 28 000 € de prêts étudiants, en faisant des économies, en préparant mes déjeuners, en sautant des vacances, pour effacer cette dette avant mes 28 ans. Chaque salaire était comme une petite victoire, la preuve que je pouvais me débrouiller seul. Mon frère, de 5 ans mon cadet, a suivi un chemin différent. Il a 25 ans maintenant, travaille à temps partiel dans un magasin, mais il n'a jamais eu à s'inquiéter pour l'argent. Maman et papa payaient son loyer, son téléphone, même son essence. Quand il voulait une nouvelle console de jeu, ils lui tendaient leur carte de crédit. Je le voyais poster sur les réseaux sociaux, nouvelle basket, plat à emporter tard le soir, billets de concert, pendant que je calculais mon budget pour les courses. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était la façon dont leur visage s'illuminait quand ils entraient dans une pièce, comme s'ils ne pouvaient rien faire de mal. Leurs attentes ont commencé modestement. À 22 ans, j'ai payé une facture d'électricité de 350 € quand leur courant a été coupé. Maman a appelé ça « aider la famille ». Un an plus tard, papa m'a demandé 900 € pour réparer leur voiture. Je les ai donnés, pensant que ce serait une seule fois, mais ça n'a cessé de se reproduire, 180 € pour la facture de téléphone de mon frère, 450 € pour leur fonds de vacances. Chaque fois, il disait « Tu réussis bien, Amélie. C'est ton devoir ». Je prenais sur moi, j'envoyais l'argent, et je sentais mes économies diminuer. Une fois, grand-mère m'a prise à part lors d'un barbecue familial. Elle avait déjà vu ça, ses propres frères et sœurs lui avaient fait les mêmes coups. Ne les laisse pas faire de toi leur banque, m'a-t-elle averti, la voix basse pour que maman n'entende pas. J'ai essayé de fixer des limites. Il y a 2 ans, j'ai dit à papa que je ne pouvais plus payer leur facture de câble. Il n'a pas crié. Il a juste soupiré, comme si je l'avais déçu. Maman a appelé plus tard, la voix tremblante, disant qu'ils devraient annuler leur dîner d'anniversaire de mariage sans mon aide. J'ai cédé, envoyé 250 €, et je me suis détesté pour ça. Mon frère ne demandait jamais directement. Il laissait juste tomber des allusions comme « mince, je suis à court ce mois-ci » et attendait que maman me pousse à agir. J'ai commencé à redouter leurs appels, leurs messages,
la façon dont ils présentaient chaque demande comme une obligation de ma part. Il ne s'agissait plus de l'argent. C'était le poids d'être leur solution de secours, celle qui devait toujours dire oui. Je pensais que mon 30e anniversaire serait différent. J'avais travaillé dur, construit une vie dont j'étais fier. Je voulais la partager avec eux, montrer que nous pouvions juste être une famille, pas une transaction. J'avais passé des semaines à planifier, nous imaginant rire ensemble, sans aucune condition. Mais au fond de moi, je savais que c'était illusoire. Leur priorité était claire, et je n'étais pas au sommet. Cette vidéo de mon frère avec sa nouvelle voiture n'était pas une surprise. C'était un rappel. J'avais été leur filet de sécurité pendant des années. Mais quand mon moment est arrivé, ils avaient d'autres plans. La semaine avant mon anniversaire, j'étais à fond. Avoir 30 ans me semblait être une étape importante, une chance de célébrer la vie que j'avais construite à Rennes. J'ai choisi le coin gourmand, mon café préféré, pour la fête. C'est un petit endroit avec des tables en bois chaleureuses et une ambiance qui ressemble à un foyer. J'avais appelé le gérant un mois plus tôt pour réserver un coin pour 12 personnes, assez pour maman, papa, mon frère, tante Nathalie, grand-mère, et quelques cousins. J'ai passé des heures à choisir le gâteau au chocolat parfait dans une pâtisserie locale, 3 couches avec un glaçage crémeux, car qui n'aime pas le chocolat? J'ai commandé des ballons dorés et blancs, mes couleurs préférées, et une guirlande lumineuse à draper sur la table. J'ai même fait une liste de lecture, un peu de rock classique, un peu de jazz, des chansons que je pensais que tout le monde apprécierait. 2 semaines avant, j'ai envoyé un message groupé à la famille, « Salut, mes 30 ans approchent. Le coin gourmand, samedi, 19h. Vous pouvez venir ? » J'ai inclus une photo du gâteau pour leur donner envie. Les réponses sont arrivées au compte-gouttes, mais elles étaient étranges. Maman a envoyé un emoji pouce levé. Papa a écrit, « Ça a l'air bien, mais rien de plus. » Mon frère a juste tapé, « Occupé, mais j'essaierai. » Tante Nathalie a dit qu'elle vérifierait son emploi du temps. Grand-mère a été la seule à appeler, sa voix chaleureuse, promettant qu'elle serait là. J'ai ignoré ses réponses tièdes, me disant qu'il viendrait une fois qu'il verrait les efforts que j'avais faits. J'ai vérifié auprès de la pâtisserie, confirmé la réservation, et passé une soirée à attacher des rubans au ballon. La veille, je suis allé au coin gourmand pour déposer les décorations. Le gérant m'a aidé à préparer une table témoin, et j'ai reculé, imaginant tout le monde rire, trinquer, peut-être même porter un toast à mes 30 ans. J'ai envoyé un autre message au groupe, tout est prêt pour demain. 19h pile. J'ai hâte. Cette fois, seule grand-mère a répondu, j'ai hâte, ma chérie. Le silence des autres m'a blessé, mais je me suis dit qu'ils étaient juste pris par le travail ou la vie. J'ai passé cette nuit-là à peaufiner la liste de lecture, ajoutant quelques chansons que maman aimait, en espérant qu'elle le remarquerait. Samedi, mon anniversaire, est arrivé. Je suis arrivé au coin gourmand à 18h, 1 heure en avance, portant une nouvelle robe que j'avais mise de côté. Simple, noire, mais elle me faisait me sentir bien. J'ai vérifié la table, les ballons flottaient, les guirlandes lumineuses scintillaient, le gâteau était perfectement centré. Le personnel m'a fait un signe d'approbation, et j'ai ressenti une vague de fierté. C'était mon moment. Je me suis assise, faisant défiler mon téléphone, attendant que la première voiture arrive. 7 heures sont arrivées. Puis 7h15. Le café était calme, juste le bourdonnement de la machine à expresso. J'ai envoyé un message au groupe, je suis là. Où est tout le monde? Pas de réponse. Mon estomac s'est noué, mais je continuais de regarder la porte, m'attendant à l'arrivée tardive habituelle de papa. À 19h30, mon téléphone a vibré. Un message de maman est apparu dans la conversation de groupe, une photo de mon frère debout devant une voiture neuve et brillante, les bras écartés, souriant. La légende disait, « Grand jour pour notre garçon ». Ma poitrine s'est serrée. J'ai zoomé, voyant papa taper dans le dos de mon frère, maman rayonnante à leur côté, même tante Nathalie à l'arrière-plan, tous chez un concessionnaire automobile. Ils ne venaient pas. Ils avaient choisi sa nouvelle voiture plutôt que mon anniversaire. Je suis restée assise, seule, à regarder le gâteau au chocolat, ses bougies non allumées, les guirlandes lumineuses se moquant de mes efforts. Le poids de leur absence m'a frappé durement, pas seulement ce soir-là, mais à chaque fois qu'ils l'avaient fait passer en premier. J'ai serré mon téléphone, luttant contre l'envie d'appeler, sachant que cela ne changerait rien. Le lendemain matin,
mon téléphone s'est allumé avec un message de maman, viens à la maison. Midi, nous devons parler. Pas d'excuse pour avoir manqué mon anniversaire. Pas d'explication, juste une exigence. J'ai regardé l'écran, mon pouce planant sur le bouton de réponse. Une partie de moi voulait ignorer, mais je savais qu'ils insisteraient. J'ai pris mes clés et j'ai conduit les 15 minutes jusqu'à leur maison de plein pied en banlieue, celle avec la pelouse impeccablement tondue et la nouvelle voiture de mon frère qui brillait dans l'allée. Mon estomac s'est retourné en me garant, me préparant déjà à ce qui allait suivre. À l'intérieur, maman et papa attendaient dans le salon, assis raidement sur le canapé. Mon frère était avachi dans un fauteuil, faisant défiler son téléphone, levant à peine les yeux. L'air était lourd, comme s'ils avaient répété cette scène. Papa a parlé le premier, sa voix cassante. Amélie, nous sommes dans une situation difficile. Ton frère a un problème avec sa carte de crédit. J'ai haussé un sourcil, attendant. Il a continué. C'est 9 000 €. Il s'est laissé emporter. Nouveaux vêtements, quelques voyages, quelques améliorations pour la voiture. Nous avons besoin que tu couvres ça. J'ai cligné des yeux, abasourdi. 9 000 €. J'ai jeté un regard à mon frère, m'attendant à de la honte, mais il a juste haussé les épaules, comme si ce n'était pas grave. Maman est intervenue, son ton plus doux mais calculé. Tu as toujours été responsable, Amélie. Tu as un bon travail. C'est juste un prêt, nous te rembourserons. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais papa m'a coupé. Et ce n'est pas tout. Nous voulons lier sa carte à ton compte bancaire. Ça réduira le taux d'intérêt, nous fera économiser de l'argent à tous. Ma mâchoire s'est crispée. Lier sa carte à mon compte? Il ne demandait pas, il m'ordonnait. J'ai secoué la tête. Non. Je ne ferai pas ça. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de papa s'est durci. C'est la famille, Amélie. Tu n'as pas le droit de dire non. Les yeux de maman se sont remplis de larmes, sa voix tremblante. Comment peux-tu être si égoïste après tout ce que nous avons fait pour toi? Mon frère a finalement levé les yeux, avec un sourire narquois. Allez, Amélie. Ce n'est que de l'argent. Tu en as plein. J'ai senti mon visage rougir, la colère montant en moi. Plein? J'ai travaillé comme une acharnée pour payer mes propres dettes. Je ne vous dois rien. Papa s'est levé, me dominant. Tu vis dans ce bel appartement, n'est-ce pas? Tu peux te le permettre. J'ai rétorqué, cet appartement? J'ai du mal à joindre les deux bouts chaque mois parce que je vous ai déjà dépanné avant. Maman s'est agrippée la poitrine, les larmes coulant. Tu me brises le cœur, Amélie. Nous sommes tes parents. Mon frère s'est penché en avant, sa voix tranchante. Tu es juste en colère parce que j'ai eu la voiture. Passe à autre chose. J'ai fait un pas en arrière, les mains tremblantes. Il ne se souciait pas de mon anniversaire, de mes efforts, de ma vie. Tout tournait autour de leur enfant chéri et de ses dépenses irréfléchies. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais cédé, factures d'électricité, réparation de voiture, leur fonds de vacances, toujours présenté comme mon devoir. Plus maintenant. C'est fini, ai-je dit, ma voix stable malgré le nœud dans ma poitrine. Je ne suis pas votre banque. Débrouillez-vous. Papa a ricané, croisant les bras. Tu le regretteras. Maman a sangloté plus fort, marmonnant sur la loyauté familiale. Mon frère a levé les yeux au ciel, murmurant, peu importe, Amélie. Je me suis tourné vers la porte, leur voix me poursuivant. Tu nous abandonnes, a pleuré maman. Je n'ai pas regardé en arrière. En sortant, le claquement de la porte a résonné derrière moi. En partant, j'ai ressenti un mélange de trahison et de clarté. Ils avaient franchi une ligne, s'attendant à ce que je répare les erreurs de mon frère tout en ignorant ma propre vie. J'ai serré le volant, déterminé à protéger ce que j'avais construit, peu importe ce qu'il me lancerait ensuite. Le lendemain à midi, mon téléphone était un champ de bataille. La conversation de groupe a explosé de messages, chacun plus blessant que le précédent. Maman a commencé, ses mots suintants de culpabilité, « Amélie, nous t'avons élevée pour te soucier de la famille. Comment as-tu pu partir comme ça ?» Le message de papa est arrivé ensuite, lourd de menaces, « Ne nous tourne pas le dos. Tu verras ce qui arrive quand on le fait. » Le message de mon frère était le pire, une série de venins, « Tu es tellement pleine de toi,
Amélie. Tu te crois meilleure que nous? Bonne chance toute seule. J'ai lu chacun d'eux, les mains tremblantes, leurs mots me coupant plus profondément que prévu. Ils n'étaient pas seulement en colère. Ils essayaient de me briser. J'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Maman a envoyé un autre message, son ton plus doux mais non moins manipulateur, je ne peux pas dormir en sachant que tu es contre nous. S'il te plaît, Amélie, reconsidère. Papa a suivi avec, tu fais une erreur. Nous sommes une famille, pas des ennemis. Mon frère n'a pas pris la peine de jouer sur la culpabilité. Il m'a juste insulté à nouveau, continue de faire ta grande dame. Tu finiras par t'écraser. J'ai mis la conversation en sourdine, mais les notifications s'accumulaient, chacune étant un rappel de leur refus de respecter mon « non ». Puis, vers 15 heures, un courriel de ma banque est apparu, tentative de connexion inhabituelle détectée. Mon cœur s'est serré. Quelqu'un avait essayé d'accéder à mon compte en utilisant une vieille question de sécurité que j'avais partagée avec maman il y a des années, le nom de mon premier animal de compagnie. J'ai appelé la banque immédiatement, ma voix tremblant en expliquant. Le représentant a confirmé plusieurs tentatives infructueuses de réinitialisation de mon mot de passe, toutes depuis un appareil inconnu. Je n'avais pas besoin de preuves pour savoir que c'était maman, désespérée d'entrer dans mon compte pour couvrir la dette de mon frère. J'ai demandé à la banque de tout verrouiller, de définir un nouveau mot de passe et d'ajouter un code d'accès verbal pour toute modification. Personne d'autre que moi n'y a accès, ai-je dit, d'un ton ferme. Le représentant m'a assuré que c'était maintenant sécurisé, mais je me suis senti violé. Je me suis assise sur mon canapé, fixant le téléphone, le poids de leur trahison s'installant. Ils ne voulaient pas seulement mon argent, ils pensaient pouvoir le prendre. J'ai vérifié le solde de mon compte, les économies que j'avais constituées grâce à des années de discipline, et j'ai ressenti une vague de détermination. C'était à moi, pas à eux. Mais le silence dans mon appartement était assourdissant, l'absence de quelqu'un vers qui me tourner me frappant durement. J'avais passé si longtemps à essayer de leur plaire, et maintenant j'étais seul, leur voix résonnant encore dans ma tête. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. C'était grand-mère, sa voix calme et chaleureuse. Amélie, j'ai entendu ce qui s'est passé à la maison. Je me suis préparé, m'attendant à une autre leçon de morale, mais elle m'a surprise. Tu as bien fait de tenir bon. Ne les laisse pas te culpabiliser. Elle a fait une pause, puis m'a parlé de son propre passé, comment sa sœur lui avait emprunté de l'argent pendant des années, promettant de rembourser, pour finalement couper les ponts quand grand-mère a enfin dit « non ». Ils te videront jusqu'à la dernière goutte si tu les laisses faire, a-t-elle dit. Tu es plus forte que ça. Garde la tête haute. Ces mots étaient comme une bouée de sauvetage, me tirant du bord du doute. J'ai raccroché, la poitrine encore serrée, mais l'esprit plus clair. L'histoire de grand-mère n'était pas seulement un avertissement. C'était la preuve que je n'avais pas tort de me défendre. J'ai bloqué les numéros de maman et papa, du moins pour l'instant, et j'ai supprimé les derniers messages de mon frère sans les lire. La solitude piquait plus fort que je ne l'avais prévu, mais céder n'était pas une option. Ils avaient franchi une ligne en essayant de s'introduire dans mon compte, et je n'allais pas les laisser s'approcher de ce pourquoi j'avais travaillé. J'ai ouvert mon ordinateur portable, vérifié à nouveau les paramètres de sécurité de ma banque, et j'ai senti une lueur de contrôle revenir. Ils pouvaient continuer à insister, mais j'avais fini de plier. 2 jours plus tard, ils se sont présentés à mon appartement. Je faisais la vaisselle quand la sonnette a retenti, de manière sèche et insistante. J'ai séché mes mains, regardant à travers le judas, et mon estomac s'est contracté. Maman, papa et mon frère se tenaient là, sans y être invités, leurs visages fermés. J'ai ouvert la porte, et ils sont entrés sans un mot, papa serrant un dossier en carton. Les yeux de maman étaient rouges, comme si elle avait pleuré, mais sa mâchoire était serrée. Mon frère suivait, les bras croisés, évitant mon regard. Ils se sont installés dans mon petit salon, l'air chargé de tension. Papa a claqué le dossier sur ma table basse. « Voici le contrat de prêt », a-t-il dit, sa voix froide. 9 000 €. Signe-le, et nous nous occuperons de la dette de ton frère. J'ai regardé les papiers, mon pouce accélérant. Ils n'étaient pas venus pour s'excuser. Ils étaient venus pour exiger. Maman s'est penchée en avant, sa voix douce mais lourde. Amélie, nous sommes tes parents. Tu ne peux pas simplement nous quitter. C'est une question de famille.
Mon frère a finalement levé les yeux, son ton tranchant. Arrête d'être si égoïste, Amélie. Signe, c'est tout. J'ai pris une profonde inspiration, les poings serrés. Non. Je vous ai dit que je ne paierai pas pour ces erreurs. Le visage de papa s'est assombri et il s'est levé, pointant le dossier. Il ne s'agit pas seulement de lui. Il s'agit de la stabilité de notre famille, de nos actifs. Tu fais partie de ça, que ça te plaise ou non. J'ai secoué la tête, incrédule. Vos actifs? Vous voulez dire ces virées shopping et ces modifications de voiture? Je ne vais pas le renflouer. La voix de maman s'est brisée, suppliante, s'il te plaît, Amélie, nous t'en supplions. Ne nous déchire pas, mon frère a ricané, levant les yeux au ciel. Tu en fais toute une histoire pour rien. Fais-le, c'est tout. J'ai reculé, ma voix stable. Sortez. Tous. Les yeux de papa se sont plissés. Tu nous mets dehors? Après tout ce que nous avons fait? Maman s'est agrippée à son bras, ses larmes recommençant à couler. Comment peux-tu nous traiter comme ça? Mon frère s'est approché, sa voix basse. Tu le regretteras, Amélie. Tu n'es pas aussi indépendante que tu le penses. J'ai montré la porte, mon cœur battant la chamade. Partez. Maintenant. Ils ont hésité, mais j'ai tenu bon, et un par un, ils sont sortis, papa marmonnant sur mon ingratitude, maman sanglotant, mon frère me foudroyant du regard. Quand la porte s'est fermée, je l'ai verrouillée, les mains tremblantes. J'ai attrapé mon ordinateur portable et j'ai changé mon mot de passe Wi-Fi, me souvenant comment mon frère l'avait utilisé une fois pour commander à emporter sur mon compte. J'ai appelé un serrurier, programmant l'installation d'un pen dormant pour le lendemain. Mon appartement, mon sanctuaire, me semblait souillé, mais je n'allais pas les laisser me prendre ça aussi. Plus tard dans la soirée, mon téléphone a sonné. C'était tante Nathalie, sa voix douce mais ferme. Amélie, j'ai entendu parler de la dispute. Tu dois faire la paix pour le bien de la famille. Je l'ai interrompu, mon ton plat. Non. J'ai fini de régler leurs problèmes. Elle a soupiré, m'exhortant à reconsidérer, mais j'ai raccroché, ma résolution se durcissant. Assise sur mon canapé, j'ai ressenti un étrange soulagement m'envahir. Dire non, rester ferme, c'était comme me délester d'un poids que je portais depuis des années. Mais la pression persistait, leurs mots, leurs attentes, me rongeaient encore. J'ai regardé autour de mon appartement, les plantes sur mon balcon se balançant dans la brise du soir, et je me suis rappelé que c'était mon espace, ma vie. Il pouvait continuer à insister, mais je construisais des murs qu'il ne pourrait pas franchir. Une semaine après le désastre, j'ai décidé de réessayer. Mon 30e anniversaire méritait une vraie célébration, pas la douleur creuse de cette table vide. J'ai de nouveau réservé au coin gourmand, mais cette fois, j'ai invité des gens qui se souciaient vraiment de moi, Léa, Daniel, Sophie, et quelques collègues de l'agence événementielle. J'ai fait simple, un nouveau gâteau à la vanille avec un fourrage à la framboise, quelques ballons argentés et bleus, et une liste de lecture de chansons pop entraînantes. La lueur chaude du café semblait différente maintenant, ses guirlandes lumineuses projetant un scintillement douillet sur les tables en bois, comme un nouveau départ. Le soir de la fête, Léa est arrivée la première, les bras chargés d'un sac cadeau rempli de papier de soie. « Tu mérites ça », a-t-elle dit en me serrant fort dans ses bras. Daniel et Sophie ont suivi, plaisantant sur le fait qu'ils avaient libéré leurs agendas pour moi. Mes collègues Sarah et Marc ont apporté une bouteille de cidre pétillant, leur rire remplissant la pièce. Nous nous sommes assis autour de la table, le gâteau brillant de bougies, et pour la première fois depuis des semaines, je me sentais légère. Sarah a levé son verre, sa voix chaleureuse. À Amélie, qui est plus forte qu'elle ne le pense. Tout le monde a applaudi, et j'ai souri, leur mot m'enveloppant comme un bouclier. Alors que nous coupions le gâteau, Léa s'est penchée, les yeux brillants. Tu es un roc, Amélie. Peu de gens pourraient tenir tête à leur famille comme ça. J'ai haussé les épaules, mais ces mots m'ont touché profondément. La conversation a coulé, des histoires de travail, de mauvais rendez-vous, et de rêves de voyage. Daniel m'a taquiné sur ma liste de lecture, disant que j'avais une obsession secrète pour la pop. Les rires étaient faciles, du genre qui me remplissait la poitrine au lieu de l'alourdir. Le coin gourmand bourdonnait d'énergie, le tintement des tasses et le murmure des conversations se mêlant à nos voix. Plus tard, alors que nous sirotions un café, mon téléphone a vibré avec un message vocal de grand-mère.
Je suis sorti pour l'écouter, l'air frais du soir sur ma peau. Sa voix était calme mais teintée de tristesse. Amélie, je voulais que tu saches ce qui se passe. La voiture de ton frère a été saisie la semaine dernière. Il ne pouvait pas suivre les paiements. Tes parents ont aussi des difficultés, à court d'argent après avoir couvert ses dépenses. Elle a fait une pause, puis a ajouté, tu n'es pas responsable de leur choix. Continue d'avancer. Je suis resté là, les lumières de la ville vacillant au loin, un mélange de pitié et de soulagement m'envahissant. Leur désordre n'était plus à moi de le nettoyer. De retour à l'intérieur, Léa m'a prise à part, son expression sérieuse. J'ai été à ta place, a-t-elle dit doucement. Ma mère me culpabilisait pour que je paie ses factures, disant que je lui devais bien ça pour m'avoir élevé. Il m'a fallu des années pour me libérer. Elle m'a serré la main, sa voix ferme. Tu fais ce qu'il faut, Amélie. Ne regarde pas en arrière. Son histoire était comme un miroir reflétant mon propre combat. Je n'étais pas la seule. D'autres avaient affronté cela et en étaient sortis plus forts. J'ai hoché la tête, ma résolution se durcissant. Le poids des exigences de ma famille était toujours là, mais il était plus léger maintenant, comme une ombre dont je pouvais sortir. Alors que la soirée se terminait, j'ai regardé autour de la table les visages qui me souriaient. C'était ce que j'avais toujours voulu, un moment qui était à moi, partagé avec des gens qui me voyaient moi, pas mon portefeuille. En rentrant chez moi, j'ai ressenti une liberté tranquille, comme si j'avais enfin repris ma vie en main. La route à venir n'était pas claire, mais pour la première fois, je ne portais pas leur fardeau. Un mois plus tard, j'ai reçu un message de mon frère, Amélie, je suis désolé d'avoir tout gâché. Je vais changer, je le jure. Ces mots sonnaient creux, comme un script qu'il avait répété pour obtenir ce qu'il voulait. J'ai regardé l'écran, mon pouce planant sur le bouton de réponse, mais quelque chose en moi avait changé. Je ne lui devais pas de réponse. Je ne lui devais rien. J'ai bloqué son numéro, le cœur calme, sachant que c'était le seul moyen de maintenir mes limites intactes. Il ne s'agissait pas de colère. Il s'agissait de protéger ma paix. Le lendemain, une lettre de maman est arrivée, manuscrite sur du papier fin. Ces mots commençaient doucement, se remémorant mon enfance, mais ils sont devenus vifs. Tu regretteras de nous avoir tourné le dos, a-t-elle écrit. La famille est tout ce que tu as à la fin. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai jeté dans le bac de recyclage. Sa tentative de me faire revenir semblait désespérée, une dernière pique pour me faire douter de moi-même, mais j'en avais fini de laisser ces manipulations me contrôler. J'avais passé des années à essayer de leur plaire, pour n'être accueilli que par des exigences et des déceptions. Ce chapitre était clos. Assise sur mon balcon, j'ai arrosé les petites plantes en pot que je soignais depuis des mois, des fougères et des succulentes qui prospéraient malgré mon emploi du temps chargé. Cet acte simple m'a ancré, un rappel de la vie que je construisais. J'ai pensé à Léa et Sophie, qui étaient devenues plus que des cousines. Elles étaient ma famille choisie. La semaine dernière, autour d'un café, Léa m'avait envoyé une photo de nous en train de rire à la nouvelle fête d'anniversaire, avec la légende « Voilà à quoi ressemble la famille ». Sophie avait appelé pour prendre de mes nouvelles, sa voix chaleureuse, sans aucune condition. C'étaient les personnes qui me voyaient, qui m'estimaient, sans attendre de contrepartie financière. Elles étaient ma force maintenant, pas la famille dans laquelle j'étais né. En regardant en arrière, je voyais clairement mon parcours. Tout a commencé avec cet anniversaire raté, la blessure de leur absence au coin gourmand. Cela a grandi à travers chaque dispute, tenir tête à leurs exigences chez eux, les empêcher d'entrer dans mon appartement, ignorer leurs messages manipulateurs. Chaque étape était une bataille pour reprendre ma vie. J'avais appris à dire non, à protéger mes finances, mon espace, mon cœur. Le coût était élevé, perdre la famille à laquelle je m'étais autrefois accroché, mais la récompense était la liberté. Je n'étais plus leur distributeur de billets ni leur paillasson. J'étais Amélie, vivant pour moi-même. Les conséquences pour eux étaient claires. Grand-mère m'en avait dit plus lors d'un appel récent. Les dépenses irréfléchies de mon frère l'avaient rattrapé, le laissant sans voiture et cherchant des petits boulots. Maman et papa se noyaient dans leurs propres dettes, leurs années à tout lui permettre ayant finalement eu raison d'eux. Ils avaient construit un château de cartes, et ils s'effondraient sans moi pour le soutenir. J'ai ressenti une pointe de tristesse, mais ce n'était pas mon fardeau à porter. Leurs choix étaient les leurs, tout comme les miens étaient les miens. Alors que je regardais le coucher de soleil depuis mon balcon,
Le ciel strié de rose et d'or, j'ai senti une paix tranquille s'installer. Mon appartement était mon sanctuaire, rempli de choses que j'avais méritées, des livres sur l'étagère, un tapis confortable, ces plantes florissantes. C'était ma vie, construite selon mes propres termes. La leçon a été dure à apprendre, mais simple, fixez des limites avec une famille toxique, entourez-vous de gens qui vous élèvent, et vivez en accord avec qui vous êtes. Ce n'est pas facile, mais ça en vaut la peine.